Bonjour Loïc, toujours le premier, hein? Bah, j'ai failli pas pouvoir faire la séance ce soir, j'avais une panne de réseau ici, Certains vont penser que je bosse chez Google pour avoir les mêmes pannes qu'eux, mais non, les pannes peuvent être indépendantes. Alors, vous avez pu quand même travailler aujourd'hui malgré les pannes? Ah, il y a de l'écho, alors attends, s'il y a de l'écho... Bonjour, bonjour. Attends, je vais voir pour l'écho ce qui se passe. Ah non, ça c'est bien coupé. Là, ça doit être bon normalement. De l'écho. Est-ce qu'il y a toujours de l'écho? Bonjour tout le monde, bonjour Bertrand. Alors, bonjour, je sais pas qui. J'ai une personne anonyme. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Je regarde si des fois il y a une... Non, normalement il ne devrait pas y avoir d'écho. C'est mieux. Bah, c'est simplement le micro qui est plus près. Bon, la pièce est un peu grande ici, hein. Alors, donc. Alors, aujourd'hui, on va faire une séance sur les parties bien utiles des métamos, quelques petits outils que j'avais, qu'on a également portés en ligne, et qui sont intéressants parce qu'ils donnent pas mal d'informations pour comprendre un peu là où on met les pieds quand on est sur une thématique. Donc on va parler de trois choses. On va parler d'une part du parfum, d'une serpe. On a un mot-clé quelconque et on veut savoir où on met les pieds, effectivement, de quoi ça parle. Alors il y a deux façons de faire ça, on le verra. La deuxième chose dont on va parler, ce sont les potentiels. Il n'y a pas grand chose à dire, mais je vais quand même vous expliquer à quoi ça correspond. Et en fait, enfin, on va parler des clusters, puisque, alors, le terme cluster est galvaudé, c'est-à-dire tout le monde met derrière cluster ce qu'il a envie d'y mettre. Alors, on va éviter le mot cluster, on va parler de regroupement sémantique, comme ça permettra de se disputer avec personne. Cluster, c'est trop général, ça veut rien dire, en fait. Alors, on va d'abord parler donc des parfums de serpe. Alors, le parfum d'une serpe, c'est lorsqu'on est on a tapé un mot-clé ou son sujet, et on arrive sur la première page de Google. Et là, on peut avoir des choses un peu inattendues. Alors, je parle même pas d'AdWords, hein, parce que AdWords, on sait qu'il y en a plein. Je parle même pas de Google Images. Hein, là, on va partager l'écran. Hop. Ah, c'est un peu décalé. Pourquoi donc alors, je ne sais pas pourquoi c'est coupé comme ça, mais bon. Ouais, sympathique. Alors, on va enlever le bouton de connexion. Voilà. Alors, là, ce qu'on va avoir, j'ai repris le même pack que l'autre fois, agence de rédaction et de contenu web. D'abord, on voit que ça, ils l'ont changé chez Google, ils ont mis Ad à côté, c'est pas plus mal, je trouve. Et on a, oula, ah bah, un rollover, excusez-moi. On va aller plus bas, puisque c'est les petites nouveautés de Google, il fait des choses un peu amusantes. Vous avez remarqué d'ailleurs que dans certains cas, ils vous mettent sur les descriptions un petit icône à côté. Alors là, il n'y en a pas. Et puis quand on passe au-dessus, il y a la description qui se rallonge. Bon, on s'amuse comme on peut, c'est bientôt Noël, hein. Ce qu'on voit ici, on a d'abord une espèce de position 0, d'accord. On a là une page interne, une page interne, une page interne, une page interne. A priori ici, sauf là, où on a, oups, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin si, plutôt je sais, mais bon, c'est un petit accident de live. Et forcément, mon partage s'est remis à débloquer. Bon, alors, ici, on voit quand même qu'on a une page d'accueil. Alors, il faut savoir que
Bonjour Joanne. Il faut savoir que par définition, quand on a une page d'accueil, c'est toujours un peu plus difficile de mettre une page interne devant une page d'accueil. Je ne sais pas pourquoi Google réagit parfois comme ça. En réalité, il y a deux raisons à ça. D'abord, quand une page arrive à se positionner sur une page d'accueil et sur un mot-clé, on est en droit de penser que quelque part c'est tout le site qui est plus ou moins bien positionné. La page d'accueil reçoit souvent beaucoup plus de liens que les autres pages. D'accord? Donc, comme elle reçoit un peu plus de liens, elle se positionne. Le problème, c'est que, du coup, quand on a une page interne à faire passer, s'il n'y avait que des pages d'accueil ici, on aurait plus de difficultés avec une page interne pour aller contre une page d'accueil. Donc, s'il y a beaucoup de pages d'accueil sur un mot-clé, on va pouvoir, dès le départ, prévoir plus de travail pour aller s'y mettre. Somme toute, là, c'est pas très dangereux. On voit que la page d'accueil ici est en fin de première page, quasiment, en 9e, 8e position, donc c'est prenable. D'accord? Ici, au-dessus, on a d'autres choses qui sont des pages internes, donc c'est pas bien gênant. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on n'a pas d'image. Dans ce cas-là, ici, on n'a pas d'image pour l'instant. On pourrait avoir un cartouche ici. Si je prends par exemple le Panda Géant, là on va avoir un festival. On a forcément, alors, bon, avec ce décalage, je ne sais pas d'où ça vient, hein, le décalage, je suis désolé pour la... Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas si vous voyez mon image centrée ou pas. Moi, j'ai une preview où le navigateur est décalé sur la droite. Je ne sais pas pour vous. J'espère que c'est mieux pour vous. Et que c'est uniquement mon retour qui est comme ça. Donc, je vais supposer que vous voyez quelque chose. Donc ici, on voit qu'on a une boîte Wikipédia. On voit qu'on a des questions, donc les PAA. On voit qu'en haut, il y a un Wikipédia. Donc ça, voilà, bon. Là, c'est une page qu'on pourrait juger un petit peu difficile dans la mesure où il y a tout ça, Wikipédia, des questions, ici des images, on pourrait avoir les images en plein milieu aussi. Alors, du coup, indépendamment du fait de regarder le type de réponse qu'il y a sur le mot-clé et de vérifier qu'on est en phase avec le même type de réponse, on va pouvoir juger de la difficulté. En fait, il y a deux aspects. La difficulté d'une part, et le fait d'être en phase avec ce que Google comprend. Là, Panda Géant, il n'y a rien. Ok, il y a Panda Géant, c'est juste, il n'y a pas d'intention, il n'y a rien. Maintenant, si je tape bag, vous savez, le fameux bag que je donne souvent en exemple. Ah, vous voyez le décalage aussi. Oh, c'est pénible ça. Alors, attendez. Ah bah, décidément. Un coup décalé à gauche, un coup décalé à droite. C'est bien, de sortir une nouvelle version tout à l'heure. Ah. Bon. Ici, donc, j'ai tapé juste bag. Alors, évidemment, un bijoutier qui arrive là-dessus, il voit que c'est bag. Il dit, oh, bah, c'est parfait. Moi, je suis bien placé avec bag. OK? Google comprend parfaitement de quoi je veux parler. Mais même s'il comprenait bag, ce qui n'est pas forcément vrai si on descend, il pourrait y avoir des sites purement documentaires dessus. Et si on n'avait que du documentaire et qu'on veut loger du commercial devant du documentaire, on aurait du mal. Par exemple, même s'il comprend, le profil même des concurrents va jouer beaucoup sur votre possibilité de vous placer. Sachant qu'un site documentaire est souvent privilégié à un site marchand sur un même mot-clé. Ah, on voit qu'on a une carte aussi. Aïe, aïe, aïe. Oula. Ok, et puis alors on a carrément des boutiques en local. Bon. Bon, il y a pas mal de choses là-dessus. Hein. En tout cas, bag, c'est clair que c'est pas suffisant. Là, on n'a pas les bagues pour carburateur et on n'a pas les bagues pour oiseaux, mais il ne faudrait pas grand-chose pour les avoir. Un petit peu de consultation de sites animaliers ou de sites de mécanique et vous auriez des bagues de carburateur ou des bagues pour les oiseaux, voire même d'autres styles de bagues. Ça dépend beaucoup de la navigation. Là, il se trouve que compte tenu que j'avais des difficultés à me connecter un peu à tout, j'ai vidé tous les caches, donc j'ai pas de personnalisation, donc j'ai la page un peu toute nue.
Voilà, donc effectivement, pas si évident de se positionner quand vous avez ça, je sais pas si c'est du, ouais, ça m'a l'air d'être une boutique, ça aussi quand même. Là, vous venez avec une page documentaire, vous grillez tout le monde, hein. S'il n'y a que de la boutique. Donc si vous voulez placer une page de cocon sur bague, une bonne intention bien collée derrière, hein, histoire d'or peut-être, oui, non même pas, c'est une boutique aussi. Là, vous les plantez tous, hein. C'est du gâteau. Pourtant, c'est très tapé. Très tapé, mais c'est pas vendeur. C'est pour ça que, bon, ils s'y prêtent tous, mais bon, voilà. Par contre, bague de fiançailles, c'est déjà un peu plus précis, on est d'accord. Voilà. Alors là, c'est tellement plus précis qu'on a carrément du shopping à droite, hein. Et là, par contre, en fonction de la localisation, alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai tout dégagé, cookies, caché tout, donc du coup, il sait pas où je suis, hein. Donc, il me colle un truc à Paris, et je ne suis pas du tout à Paris, ça tombe bien. Là, j'ai plus de choses. C'est-à-dire que ma seule possibilité, si je veux me positionner, c'est un ou deux, mais trois, déjà, je suis plus visible, je suis là. Donc, c'est pas patient. J'ai même des questions ici. Donc, c'est pas gagné, par contre, parce qu'il faut vraiment que je remonte très haut pour avoir un début d'existence. D'accord? Là, on est en non localisé dans la mesure. Enfin, je m'explique. Je ne suis pas localisé parce que j'ai tué tous mes cookies, ma personnalisation, j'ai tout tué. Et du coup, il me met par défaut à Paris. C'est-à-dire que si on n'est pas localisé, pour lui, c'est quand même Paris. Ce qui est quand même un peu inquiétant. Parce que moi, Paris ne m'intéresse pas. Paris, c'est à 5 heures d'ici, mine de rien. Et je ne vais pas aller faire mes courses là-bas. En plus, c'est épouvantable. Il y a de la pollution et tout. C'est bon. Bon, passons. Donc, ouais. Alors, plutôt que ça, on a quelque chose de plus simple. C'est que lorsque vous entrez dans Cocon SE, vous avez tapé vos métabos. Vous les avez calculés. Vous avez un résumé ici, qu'on appelle donc le parfum. Et on va vous dire, enfin, alors là, on a quitté les bagues, hein, on est sur la rédaction web, le même lot qu'on a vu l'autre fois. Et on a en gros un résumé de ce qu'on va trouver, ce qu'on va avoir dans les pattes. De la page d'accueil, il y en a quand même là-dessus, il y en avait 7, je crois qu'on a dû prendre sur les 50 premières, je crois. Ici, on a du contenu documentaire, de l'information mise en avant, c'est le petit carton à droite, hein. Là, faut y aller avec du commercial à cet endroit-là. Bon, après on a rédigé par le web, je sais pas de toute façon si ce serait réellement commercial, mais en tout cas on aurait quelques difficultés, etc. En gros, ça vous donne un profil des pages. Quand vous voyez du Wikipédia, on peut soit penser qu'il y a du Wikipédia de placer dans la SERP, alors là ça va être très compliqué, mais aussi que si on fait une page de cocon, ça peut ne pas être bête de faire justement un lien vers cette page, puisqu'en fait, lorsqu'on a du Wikipédia dans une SERP, le fait de faire un lien parfois pas toujours, hein, parfois le fait de faire un lien vers la page Wikipédia qui est devant vous peut vous faire passer devant la page Wikipédia. Bon, ça paraît assez rigolo, mais ça peut arriver. On a fait cette expérience à quelques reprises. Bon. Il faut quand même donner le change en termes de contenu, mais ça peut ne pas être bête de faire un lien vers la page Wikipédia, vous essayez. Si vous reculez, bah, vous l'enlevez, vous attendez quelques semaines, et puis si au contraire ça vous fait monter, bah, vous ne payez pas. S'il ne se passe rien, bon, pas de raison de faire des cadeaux à Wikipédia, vous enlevez votre lien. Voilà. Hein. Donc ça, le parfum, c'est en gros à quoi ressemble la SERP de façon synthétique. Vous avez toutes vos expressions ici, vous savez où vous mettez les pieds. Alors, une chose que l'on n'a pas là, parce que le sujet ne s'y prête pas, vous pourriez avoir image. Alors, image, ça veut dire que dans la SERP, vous avez dans la SERP universelle, donc dans la SERP normale, tout, vous savez, vous tapez votre mot, vous arrivez sur Google. Vous n'êtes pas dans Google Images, mais dans cette SERP où on était tout à l'heure, on peut avoir, bien entendu, des images en plein milieu. Parfois même, on a des images en haut. Dans ce cas-là, il prend souvent les premières pages, c'est pas systématique, mais il prend en principe les premières pages qui sont dans Google Images. Et ça veut dire que le fait de mettre vous aussi une image va peut-être vous aider à vous faire un peu monter.
voire à vous faire placer une image sur la page d'accueil, enfin sur la première page de Google. Et du coup, si vous mettez une image sur la page d'accueil, enfin sur la première page, excusez-moi, je suis fatigué, c'est la fin de l'année là. Hein. Ouf. Donc si vous mettez une image sur la SERP universelle sur la première page, il va avoir tendance à vous faire monter votre page aussi. Donc c'est une sorte d'aspirateur si vous voulez. Bon. Parce que quelque part, il faut bien qu'il justifie quelque part de la présence de votre image. Et c'est pas systématique, mais c'est presque toujours le cas. Vous remarquerez que les images qui sont en première page de Google proviennent de sites qui sont également en première page. Alors, il y a eu des variations dans le temps sur cet aspect. Parfois, au contraire, ils disaient, je ne veux pas les mettre deux fois. C'est comme les gens qui étaient en position 0, ben, ils les enlevaient du coup de résultats. C'était un peu vache. Parce que les gens disparaissaient à leurs yeux, donc ça râlait, donc les gens s'enlevaient de la position 0, etc. Bon. Aujourd'hui, je crois que c'est rétabli, c'est-à-dire que vous pouvez être en position 0 et en dessous dans les résultats normaux. Ça posait aussi un petit souci, je crois que la plupart des outils de reporting de position ne prenaient pas en compte la position 0, et donc les gens croyaient qu'ils avaient été désindexés, c'est plutôt sympa. Voilà, donc oui, alors oui, effectivement. Excusez-moi, j'ai pas vu qu'il y avait plein de monde qui est arrivé. Bonjour Philippe, bonjour Jennifer. En fait, oui, Google est en rade toute la journée depuis, je sais plus, oui, ce matin, je crois, hein. Mais en rade général. Hein. YouTube, on pouvait pas se connecter. D'ailleurs, je pense que c'est diffusable sur YouTube, mais en début d'après-midi, on pouvait pas se connecter à nos comptes. Gmail c'est pareil, Google Drive pareil, tous les services de Google étaient par terre, et partout dans le monde. Hein. C'est une panne générale, bon ça arrive, hein. On a beau être très gros. Donc vous avez intérêt à mettre une image dans votre page si vous voyez que sur votre mot-clé, le mot-clé principal, vous avez les images. Mais il y a moyen de ruser. Comme je l'ai fait remarquer dans le live avec Paul Sanchez, souvent, ils regardent, si le mot est un petit peu dur, le mot-clé est un peu dur, vous avez ils regardent la position dans Wikipédia si Wikipédia a une image. On avait le cas du plombier qui était accroupi sur Wikipédia avec une certaine couleur, et donc du coup, il avait tendance à prendre une photo qui n'était pas celle de Wikipédia, bien sûr, mais qui ressemblait, c'est-à-dire que des plombiers accroupis, avec que des plombiers qui étaient avec la même couleur de bleu, tous derrière un évier, mais avec une certaine position, l'évier un peu plus haut, etc. En fait, ils regardent une trace de 3-4 trucs, hein, c'est pas une reconnaissance réelle de l'image, hein, c'est relativement facile à faire. Hein. Vous savez, une des façons très très simples de savoir si deux images se ressemblent, vous faites un carré 4 par 4, vous réduisez en fait l'image à 4 pixels de large, 4 pixels de haut, et vous avez 4 couleurs, enfin 16 couleurs différentes, 4 couleurs, voilà, bon. Et il suffit de comparer avec une autre image qui a la même position, 9 fois sur 10 ça correspond. Ça fait partie c'est parce que les algorithmes qui diminuent la taille des images utilisent ces principes de... Bon. Donc si vous avez les 4 pixels en large, en hauteur, les 16 pixels en tout correspondent, vous pouvez être sûr que c'est le même type d'image. Bon, ça, moi je vous ai rien dit. Du coup, vous allez avoir tendance à avoir deux réactions par rapport à ça, deux réactions possibles qui s'opposent en fait. Soit vous allez dire, ma requête est un peu difficile, un peu suspecte, au sens où elle est très spammée, auquel cas, essayez de rentrer un petit peu dans les clous par rapport à ce qu'il y a déjà ou par rapport à ce qu'il y a en tête de Google Images. N'essayez pas d'être très inventif par rapport à la requête. Essayez de mettre une image un peu dans le même genre. Par contre, si vous êtes sur une requête, on va dire normale, qui n'est pas pourrie par des spammers et autres, là vous aurez tendance à dire, bon, je vais essayer de comprendre ce qui l'intéresse dans les photos. Je prends un cas d'une automobile, elle est prise de 3/4 avant, elle est prise un petit peu en contre-plongée, voire le contraire. Je regarde un petit peu à quoi ressemblent les photos et je me dis, je comprends à peu près ce qui l'intéresse, c'est plutôt l'avant, mais j'essaie de lui proposer mieux. C'est-à-dire que vous allez essayer, dans le même style, de lui proposer quelque chose qu'il n'a pas,
et qui vous semble, vous, un peu mieux. Du coup, il va avoir tendance à pas être, il va pas être déboussolé, puisque vous êtes dans le genre, mais il n'a pas cette photo-là. Et donc, du coup, il va être intéressé pour la tester. Et là, vous pouvez éventuellement vous positionner, et vous positionner durablement, jusqu'à temps qu'un autre malin fasse la même chose. Bon. Il y a toujours deux attitudes. Soit on donne exactement ce qu'a Google, parce que vous lui donnez la même chose que ce qu'il a déjà, parce que vous ne voulez pas prendre de risques, vous savez qu'il est très susceptible, donc vous lui donnez la même chose. C'est valable pour un titre, d'ailleurs c'est valable pour plein de choses. Hein. Soit vous lui donnez au contraire, dans le même style, mais mieux. Ça se ressent ça. C'est d'ailleurs valable aussi quand on formule un titre. Si vous voyez qu'il a plein de questions, ben, mettez-lui une question dans votre title. Mais surtout pas une question qu'il a déjà formulée pareil. Une question qui va innover un peu. Là où vous avez des comment, vous allez essayer de reformuler un peu autrement, et surtout de faire une petite différence avec les autres. Et là, vous allez peut-être vous positionner un peu mieux que les autres. Mais si vous ne mettez pas de questions et qu'il n'y a que ça en première page, ne rêvez pas, vous ne serez jamais prod en première page. Si toute la première page est remplie de questions, c'est foutu pour vous. Il faut une question pour y aller. D'accord ? Enfin, c'est pour foutu. Si vous faites plein de liens et que, à défaut de questions dans le title, vous avez quand même des H, des intertitres, qui posent des questions et qui répondent à la question, je ne dis pas que c'est foutu, mais vous pouvez très bien voir le titre modifié par Google et il fera apparaître éventuellement une des questions. Moi, j'ai vu des H1 apparaître à la place des titles dans les SERP. Donc, c'est pas la peine d'aller le combattre. On peut parfaitement épouser le moule. Ok, il veut des questions. Bon, voilà, bon, on va lui mettre des questions, puis voilà. Hein. Enfin, par contre, n'oubliez pas qu'on met une question dans un title, on est quand même censé, dans le contenu, répondre à la question. C'est trop souvent négligé cet aspect-là. On met la question, puis c'est tout. Ça, c'est pour le parfum. Donc, essayez toujours de regarder où vous mettez les pieds, en gros. Hein, qui est présent? Est-ce que ce sont des gens comme vous? Est-ce que la serpe sur laquelle vous voulez aller, c'est pas vous, ça vous ressemble pas. On parle pas de la même chose. Vous n'avez pas fait attention. Il y a un homonyme, il y a quelque chose. Essayez de regarder parce que lutter contre ce qui est déjà, c'est très difficile. Je vais vous citer un cas que j'avais eu personnellement. Sur un de mes sites qui propose un logiciel de montage photo, enfin qui proposait, parce que maintenant le logiciel a été arrêté, il ne fonctionne plus. C'est bien malin de développer avec les technos Adobe, mais quand Adobe décide d'arrêter une techno, du coup tous les gens qui ont développé avec voient leur produit tomber à l'eau, donc c'est pas très prudent. Tant pis pour moi. Cela étant, je voulais me positionner, j'avais vu que album digital, c'était facile de m'y mettre. À l'époque, il n'y avait pas forcément énormément de monde sur album digital, le sens n'était pas complètement établi. Ça pouvait dire pas mal de choses, mais c'était facile de s'y positionner et il y avait beaucoup de gens qui tapaient. Donc forcément, je me suis passé premier normal sur album digital. Et pas de chance, dans les 3 mois qui ont suivi, sont arrivés des petits écrans LCD qu'on pose sur les commodes et qui permettent de visualiser des albums qui tournent un petit peu à la manière d'une borne interactive, si vous voulez, mais qu'on laisse tourner des albums en fait sur des petites tablettes numériques, et ils appelaient ça des albums digitaux. Et comme un andouille, je suis passé en page 2 ou 3 avec tous les constructeurs qui venaient proposer leurs albums digitaux. Donc, finalement, mon truc voulait plus rien dire par rapport à la requête, et j'étais dans les choux. Voilà. Donc, ça peut arriver, le sens d'un mot peut varier. Là, je pense peut-être même que le volume de recherche, à l'époque, je ne m'étais pas méfié, mais que le volume de recherche que j'avais repéré était même les prémices d'un type de produit qui allait arriver, qui était ces fameux petits albums dans des tablettes. Je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup aujourd'hui, puisque maintenant il y a les smartphones et toutes les tablettes. Donc je ne sais pas si aujourd'hui quelqu'un ira acheter une tablette rien que pour diffuser un diaporama de ses photos de vacances, mais bon, admettons. À l'époque, je m'étais fait avoir par ça, donc un sens peut évoluer. Et par ailleurs, vous pouvez très bien voir qu'il y a soit des pages documentaires, soit des pages gouvernementales, soit des pages vraiment
c'est bien votre mot-clé, mais ça parle de toute autre chose parce qu'il y a un homonyme. À moins que vous appeliez Don Quichotte, et c'est pas la peine de se battre quand c'est perdu d'avance. On gaspille de l'énergie. Je suis pour les combats, mais les combats qui peuvent être remportés avec un minimum de chance et de bravoure quand même. Mais s'il n'y a aucune chance, c'est pas la peine d'user son sang et son argent là-dessus. Il vaut mieux aller sur des requêtes qui correspondent au profil d'internaute qu'on vise, où Google est content de vous avoir, etc. Tout le monde y gagne. Hein. Voilà, ça c'est pour les parfums. Alors, j'espère que vous avez réussi à comprendre l'essence de ce que je vous ai expliqué là. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut comprendre la serre où vous voulez aller et ne pas essayer de décrocher un truc infaisable. Si vous avez 10 concurrents dans les pattes qui tous les 10 parlent d'autre chose que votre page, à moins que vous ayez une recette miracle, ça va être très compliqué. Vous arrivez avec un sens différent, vous êtes cuit quoi. Avant de faire admettre que c'est vous qui avez raison, c'est même plus du référencement d'ailleurs, hein, c'est de la compréhension de Google par rapport à ce dont doit parler votre page, alors qu'elle revendique le même titre que les autres. Ça, c'est pour le parfum. Alors, c'est ce que Laurent Borelli lui appelle l'odeur. Moi, j'ai trouvé que parfum, c'était plus élégant. Après, on peut avoir des versions différentes, ça ne change rien, c'est la même chose. Simplement, le parfum, ça sent meilleur. Alors, on va aller maintenant dans les potentiels. Alors, j'ai pas grand-chose à dire dans les potentiels, mais quand même. Alors, il faut le temps que ça charge. Là, vous avez rentré votre paquet de métamo et vous avez ces barres graphes. Alors, ça, en gros, ça représente un peu, j'ai bien dit un peu, la somme des valeurs de chacune de vos lexis. Un peu. Il y a une formule mathématique quand même derrière, puisque c'est un vecteur. Mais ça veut dire que là, ici, où j'ai ma souris, c'est probablement un métamo sur lequel qui apporte beaucoup de sexapile à la page. Cependant que là, il y en a moins. Ça veut dire que le caractère de compréhension de Google est d'autant plus fort que la barre est élevée. Donc si vous avez une stratégie éditoriale, avec, admettons que c'est pas un cocon, admettons que c'est peut-être du maillage ou simplement des articles, vous pouvez, en fonction de l'urgence ou pas, prioriser les métamos qui sont très forts, parce que dessus, ce que vous allez mettre dedans en métamo va vous apporter plus de satisfaction, et si vous voulez un retour sur investissement un peu plus rapide, c'est pas idiot de démarrer par là. Notez que en réalité, si vous regardez les lexis toutes déterminantes d'un métamo, vous obtiendrez exactement le même ordre. Hein. C'est simplement une vue rapide pour voir effectivement. Alors ça peut être rangé. Hein. Le volume de mots, bof, hein, c'est un titre indicatif. Hein. Et puis bien entendu, vous pouvez trier ici. Voilà, vous pouvez regarder ça. C'est le potentiel. Alors notez qu'on a observé qu'en dessous de 15 000, il était rare d'avoir que des lexis déterminantes. Et donc on peut dire qu'en dessous de 15 000, on va avoir des métamos un peu moins puissants pour faire un cocon par exemple, ou un maillage. On va être un petit peu en dessous. Donc en général, on vise au-dessus de 16 ou au-dessus de 15. Voilà. Ok ? Ça, c'est le potentiel. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est tout simple. C'est une synthèse. C'est le sex appeal d'un métamo. Ok ? Maintenant, on va aller voir un truc. On va passer au maillage. Et je vais vous montrer un truc ou deux. J'aurais pu vous montrer ça pendant que je montrais les cocons, mais c'était un peu trop tôt. Excusez-moi, je me rafraîchis un peu. Alors je vais vous montrer un truc un peu rigolo. On va aller dans maillage sémantique. Et une question qui revient très très souvent, c'est, je ne sais pas, quelle catégorie, comment ranger mon site, comment... Bon, le rangement dans un site, les rubriques et autres, les produits, les catégories, les articles de blog, tout ça, normalement, c'est un classement qui est propre à chacun, qui intervient beaucoup moins aujourd'hui dans le positionnement des pages en Google que ça ne l'a été. Mais on a tous besoin de ranger les choses pour accéder plus rapidement à l'information. Ce rangement, il est perso. C'est-à-dire, soit vous décidez de faire comme les autres, soit vous décidez de faire un peu différemment, ce qui est
il faut que simplement que votre internaute comprenne comment, par la navigation, il va accéder à un article ou à un produit. Cela étant, il fut un temps où le fait d'avoir un fil d'Ariane, le fait d'avoir une URL qui montrait les choses, le fait d'avoir des catégories, on pouvait imaginer qu'on héritait une forme de compréhension des catégories supérieures et autres. Ça a un petit peu disparu au profit de la sémantique qui est venue directement dans le texte, apporter cette compréhension, et aujourd'hui ce qui est catégorie, c'est passé quasiment à la trappe. Mais bon, alors un vrai classement serait quoi? Un vrai classement, s'il devait y en avoir un, il serait peut-être basé au contraire sur la sémantique. C'est-à-dire d'essayer de classer la probabilité pour qu'un internaute, si vous lui mettez un lien vers une autre page, il a cliqué dessus. Et donc finalement, on peut faire des familles de pages qui peuvent facilement interagir entre elles et avoir une représentation de tout ça. Essayez de se dire, cette page-là, elle n'a vraiment pas de lien avec cet autre paquet de pages. On va le voir ici. Alors l'autre fois, on avait vu qu'on pouvait faire un maillage en circulaire, mais il y a une autre façon de faire pour avoir des clusters. Voilà, j'ai prononcé le mot. Vous faites attention, vous videz votre corbeille pour ne rien avoir comme lien, et vous faites une action, pas deux, une. Lien fort. Donc là, il va chercher tous les liens verts entre toutes les pages et il va essayer de fabriquer le maximum de liens possible entre les pages. Et derrière, vous obtenez des clusters. Alors là, vous allez me dire, on ne voit rien. Ben oui, mais bon, on va spatialiser. Hop. Là, vous voyez que ces deux pages-là sont seules dans un coin. C'est beaucoup plus saignant que le maillage. La différence avec le maillage, c'est que le maillage va essayer de faire des ponts quand même. Là, c'est que les liens forts. D'accord? Là, cette page, elle est scellée, c'est-à-dire qu'on ne peut rien en faire. Celle-là, c'est pareil, elle est scellée. Là, on voit ici un bout de cluster, là un deuxième, mais il y a un peu des interactions entre les deux. Alors, quel est ce cluster-là? C'est comment rédiger un article, encore un article, contenu web, comment rédiger, c'est plutôt le comment rédiger, et là, c'est cours de rédaction. Peut-on viser, on est plutôt sur le métier, tout savoir sur la rédaction, on est ici sur le métier. Quand on avait fait la démo déjà il y a quelques années autour du nougat, on avait véritablement la nougatine d'à côté, le nougat, la recette de nougat, Google Nougat à l'époque, et on avait vraiment des clusters très 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 séparés. C'est une des magies des métamos, c'est ça, c'est arriver à faire la part des choses et à trouver des liens. C'est pas du maillage. C'est uniquement pour voir ça. Non, c'est pas plus puissant que le maillage circulaire. C'est simplement une façon de voir ces pages, comment on peut les organiser entre elles. C'est pas plus puissant puisqu'en fait, vous voyez, il y a des pages qui sont pas très développées. Oui, je réagissais à une question de Philippe par rapport à la... Je regarde une question, qu'est-ce qu'on parle à partir de Safari. Ah, d'accord. Alors, par rapport à ça, de la même manière, si on avait, on pourrait avoir une boutique de vente, et ici le blog par exemple. Là, on voit que c'est le bouquin, et puis là, c'est deux pages qu'on ne peut pas relier. Alors, ça peut être assez sympa, là, c'est pas encore trop coupé. Mais on peut avoir vraiment des ruptures. Quand on avait fait la démonstration donc, de Seychelles, je le disais tout à l'heure, on avait fait 7 ou 800, c'est sur mon blog, vous pourrez le voir, vous avez 7 ou 800 pages, je crois, de mémoire. Et on avait la démographie, on avait les vacances, les week-ends, les week-ends seuls, pas les grandes vacances, mais les week-ends. On avait aussi, ça parlait des visites à un autre cluster, c'était plutôt le déplacement sur les îles. Enfin, on avait vraiment des choses très très séparées. On avait l'histoire et c'était vraiment des clusters qui se répartissaient comme ça et qui permettaient d'avoir en fait si on veut savoir quels sont les points généraux qu'on aborde sur un thème, il suffisait de passer la souris pour voir les 3-4 points généraux qu'allait se développer. Vous voyez l'idée? C'est que là, on voit qu'on peut globalement comment on rédige, quand on est non pas un professionnel, mais un éditeur.
Et ici, c'est la personne qui veut devenir rédacteur. Donc on peut dire qu'on a deux axes. Et c'est ce à quoi, ce que permet cet outil à cet endroit-là. Alors ici, il faut devenir Isabelle Canivet, hein, c'est son livre. Et ici, bah, c'est deux pages isolées qui ne veulent pas se mettre avec les autres. Et donc, cet outil, ici, lien fort uniquement, vous permet de voir comment va s'articuler sémantiquement parlant vos pages. Alors vous allez me dire, oui, mais ça on le sait quand on fait quand on fait les métamots et quand on rentre les sujets. Alors je vais vous dire oui et non. Parce qu'on pourrait très bien avoir, sémantiquement parlant, un partage différent. Ici, on a, quand je suis un éditeur, ici, comment devenir un pro de la rédaction. On pourrait imaginer une séparation qui porte sur deux autres axes différents. Par exemple, on pourrait, alors est-ce que j'ai une idée précise, faire de la rédaction, différents types. Oui, on pourrait avoir par exemple un endroit où l'outil est décidé de séparer, peut-être avec un cours de français séparé de la rédaction web. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont ça se sépare vous indique la conséquence de vos choix. Les choix, si vous prenez une armoire à CD, vous pouvez ranger, comme je donne souvent cet exemple, par alphabétique, par le fait que c'est de la musique classique ou c'est de la variété ou autre chose. Vous pouvez classer c'est français ou c'est pas français. Il y a plein de façons de classer. Là, l'outil vous dirait, sémantiquement parlant, voilà quel est le rangement, entre guillemets, naturel, basé sur la sémantique. Et donc, quelque part, c'est presque plus un choix que vous faites vous, c'est un choix que vous avez vous d'aborder certains sujets, et qui ont pour conséquence que sémantiquement parlant, ça se sépare comme ça. Donc vous mettez les sujets que vous voulez et les clusters se forment et ils vont vous donner des indications sur la manière naturelle de classer ça, indépendamment d'un choix qui vous est propre. C'est plutôt le choix des autres finalement. C'est le choix globalement que l'on trouve par le contenu des pages qui traitent de ça. Donc c'est pour ça que c'est un poil plus naturel. Bon, en tout cas pour Google, il comprend mieux ça qu'un classement que vous avez décidé vous. Voilà. Alors, je précise que ici, on n'a aucune option à rentrer, juste lien fort. Vous embêtez pas avec le reste, ça n'a rien à voir. C'est tout bête à faire. Alors bien entendu, si vous avez que 3 métamots, c'est pas très parlant. Quand vous en rentrez 500 ou 1000, ça peut vraiment vous aider. Vous regardez les regroupements. Et puis si vous devez, je pense à un client qui est en train de se taper 1000 entre Noël et le jour de l'an, il se tape réécriture de 1000 pages de blog, enfin 900. Je pense qu'en clusterisant comme ça, ça va lui permettre de choisir ce par quoi il va démarrer, si vous voulez, parce que 1000 c'est énorme. Hein. Donc ça va lui permettre de faire des choix. S'il voit qu'un cluster qui est un peu pas trop grand, et qui a un sujet qui l'intéresse plus, il va peut-être choisir de démarrer par celui-là, si vous voulez. Donc du coup, il sait sur quoi... Voilà. OK ? Alors après, bien entendu, on peut toujours récupérer le PDF, etc., puis voir dedans comment c'est foutu. Mais Voilà. Donc ça, c'est une fonction qui existe d'ailleurs depuis le début, mais qu'on n'avait jamais vraiment expliqué, mais qui peut être, ma foi, bien utile. Moi, je m'en sers souvent, mais... si on ne l'explique pas derrière un écran, c'est quasiment impossible à expliquer par écrit, personne ne comprend. Il y a trop de non-dits, il y a trop de... faut manipuler en même temps. Voilà, donc on va... Alors ce soir c'est un peu plus court, parce que voilà, c'est plutôt ce qu'on n'avait pas eu le temps de voir lors des sessions précédentes. Avant de passer aux questions-réponses, on va faire une pause ensuite jusqu'à la rentrée. Parce que bon, la semaine prochaine, je ne pense pas qu'il y ait énormément de monde. Et puis là, faut que je me tape une douzaine de langues en cyrillique pour intégrer ce que j'ai pas pu intégrer dans les métamots. Il va falloir que j'ai le russe et j'ai le bulgare. Mais j'ai aussi le bélarus et puis bon, pas mal d'autres choses à intégrer, puisque vous avez vu ou pas vu, mais on a eu un article, enfin un gros article de blog avec un essai des métamots et de Conco SE sur un gros site américain, enfin un gros site russe. Et ils sont tombés fous amoureux du truc, et ce sont quand même les 3 ou 4 plus gros référenceurs russes.
Donc du coup, comme ils ont supporté l'interface en français avec des métamots en anglais, du coup j'aurais dit, bah, écoutez, on va vous faire un cocon en russe parce que quand même, faut savoir que les Russes et les anglo-saxons, c'est pas terrible comme entente. Le français, ça va encore. Et donc, ils ont quand même fait la démo. Enfin, ils ont, voilà, en anglais, ils ont pris le panda géant. Voilà, donc c'est sympa. Du coup, j'ai eu plein de gens qui ont demandé quelle autre langue vous faites en dehors du russe, tout ça. Donc, bon, ben, c'était prêt, hein, c'était sur mon poste. À l'époque où je devais le faire, j'ai eu des petits soucis du côté de mes parents, des soucis de santé, et je n'ai pas pu finir. Et ben, c'est l'occasion de, voilà, un peu pousser. Je vais profiter des vacances pour faire ça. Donc, on va faire une pause de 3 semaines. Et dans 3 semaines, on reprend, je pense que j'aurai fini, et dans 3 semaines, on reprend les lives, avec un programme un peu différent, qui sera toujours sur la sémantique. Mais ce que je vais faire, je pense, c'est plutôt que de parler 100% CocoSE, 100%, Métabo, 100%. On va parler de plein de sujets que j'avais l'intention d'écrire en chronique sur le journal du Net ou ailleurs, et que j'avais laissé de côté parce qu'il y avait le Covid et puis que voilà, le cœur n'y était pas. Et ces billets, je vais les faire en format vidéo. Ceux qui ont lu les billets que j'ai écrits savent à quel point je peux être très créatif en termes de sujets à traiter. Donc il y a plein de choses à dire, j'ai déjà plein de sujets de prêt, et je vais essayer de les traiter au format vidéo. C'est-à-dire, vous allez pouvoir lire dans ma tête. Je vous promets que ça va être une sacrée balade. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été essayé dans la communauté, donc ça peut être assez intéressant. On verra si ça marche, si j'y arrive, hein, j'en sais rien. Voilà, donc il y aura une pause hein, jusqu'au mois de janvier, après. Donc là, on va passer aux questions-réponses. Donc je vais reprendre parce que j'ai raté tout le monde. J'ai pas vu qui passait. Alors, Louis, que des questions Bertrand. Non, non, non. Alors, une page d'accueil, c'est quoi? Bon, bah, une page d'accueil, c'est la première page du site. C'est la page où il y a le nom de domaine, tout simplement. Jennifer, ça marche à partir de Safari. Alors, je sais pas, je pense que c'était la panne de Google. Voilà, donc s'il y a des nouvelles questions, allez-y, profitez-en par rapport à tout ça. Avec le décalage, je suis dans le centre de la France, il faut le temps que ça se propage partout où vous êtes, hein. Ça met du temps. Là, je vais jouer sur l'écran en attendant de voir des questions s'il y en a. Il n'y en a peut-être pas, hein. En même temps, vous pouvez voir des trucs. Des petites choses comme ça. Bon, il n'y a pas de questions. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, donc, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Ah, si. Le parfum dans Cocon, et ça, c'est le résumé de ce qu'on peut voir sur Google en tapant la requête. D'une certaine manière, oui. Oui, Philippe. D'une certaine manière, oui. Euh, Ça permet, quand on a rentré plein de mots, plein de métamots à calculer, de voir en gros là où on met les pieds. Voilà, effectivement, c'est une photographie. Là, on va photographier Google, ouais. Sachant qu'il peut être irrégulier, hein. Il peut parfaitement décider à une certaine heure de mettre des images et pas à d'autres. Mais en général, c'est stable. Voilà. Alors, c'est un résumé. Il y a quand même une chose ou deux qui n'y sont pas. C'est que en regardant le résultat de recherche, ce qu'on a envie de dire sur sa page, on sait si on est en phase avec les 10 autres qui sont là.
Est-ce qu'effectivement on va parler du même sujet, du même objet qu'on a à vendre par exemple ou pas? Ça, cette capacité qu'on a lorsqu'on regarde la serpe et le fait de se sentir bien avec son mot-clé, on ne l'a pas sur le parfum, puisque sur le parfum, on ne voit pas les acteurs. Donc sur la serpe, on voit des informations supplémentaires par contre. Mais ça permet d'avoir une synthèse quand même de pas mal de choses. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser. Pour une fois, ça aura duré moins d'une heure. Alors là, c'est un exploit, littéralement un exploit. Donc, voilà. Donc, je vous donne un petit peu de soleil de derrière. Hein, mais vous avez pas remarqué que c'est toujours les ombres sont toujours au même endroit. Ça n'a pas beaucoup changé. Donc, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, à l'année prochaine. Au revoir.